Bonjour Colline. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, ce nouveau webinaire. Nicolas Mann et puis Colline Babodou, tous les deux chargés de mission au centre de ressources. Vous nous connaissez maintenant, on a vu que déjà un certain nombre d'entre vous avaient déjà participé au webinaire précédent. Quelques règles d'usage que vous connaissez déjà sans doute pour beaucoup. Vous ne pouvez pas parler, c'est un peu comme à la télé, mais c'est mieux qu'à la télé parce que vous pouvez poser des petites questions sur l'onglet questions et discuter sur l'onglet chat, donc à bien distinguer. Et donc voilà, on vous encourage à poser un maximum de questions et à voter pour les questions les plus pertinentes au cours de ce webinaire. Ça nous permettra d'adresser vos questions aux participants au fur et à mesure du webinaire. Avant de commencer, quelques petits mots sur Pays Quartier Nouvelle-Aquitaine que vous commencez sûrement tous déjà à un petit peu mieux connaître. Donc, on est un centre de ressources sur le développement territorial en Nouvelle-Aquitaine et notre mission est d'accompagner à la mise en œuvre des politiques publiques à travers différentes méthodes, la production d'analyses, l'échange de pratiques, la mise en réseau d'acteurs, la capitalisation d'expériences. Et on vous partage assez souvent des ressources sur le sujet de la revitalisation. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour les lire et également observer les autres thématiques que l'on traite. Ça pourrait vous intéresser également. Et donc le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit en fait dans le cadre d'un cycle sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. On a traité différentes thématiques déjà, un peu sur la démarche globale. On a fait une séance sur l'habitat, une autre sur le commerce, et la dernière également sur les économies alternatives, donc destinées à vous, donc professionnels, élus locaux, sur ce sujet-là. Lors du dernier webinaire, on a parlé des nouvelles formes économiques alternatives, hybrides, qui pouvaient y avoir pour contribuer à dynamiser un centre-bourg. Et on avait la participation de Yannick Blanc, préfet, ancien haut-commissaire à l'engagement civique et aussi président de Futurible, Guillaume Riffaut, adjoint au maire de Saint-Julien-en-Borne dans les Landes, et la Marie-Hélène Michon, la maire de Flaya en Creuse. Nicolas, est-ce qu'on se fait un petit débrief en bullet point de ce qui s'est passé? Un petit rappel synthétique des choses importantes qui ont pu être dites pendant ce webinaire. Yannick Blanc a commencé par nous dresser un portrait des différentes transformations sociétales qui avaient lieu dans notre société. Il nous a parlé du sentiment de vulnérabilité collective, de la fin du modèle travail égal emploi, de la fragmentation et en même temps de la fluidification des collectivités au sens de communautés, de l'avènement de l'égalité homme-femme, du refus de la technologie. Beaucoup d'éléments différents, en fait, pour nous dire, voilà, il y a des transformations sociétales qui sont importantes sur les territoires et il faut les prendre en compte pour faire du développement local, finalement, de façon différente. C'est un peu comme ça qu'il posait le cadre. Oui, d'autant plus que ces projets étaient portés par des citoyens ou des acteurs locaux, plus que par les pouvoirs publics ou les grands acteurs économiques classiques et conventionnels. Donc, on a parlé du Café de l'Espace ou de la SMALA, des tiers-lieux hybrides qui agrègent des activités assez différentes, activités culturelles, café, formation professionnelle. Et Guillaume Riffaut expliquait que dans ces lieux, l'intérêt public collectif et l'intérêt privé se retrouvent conjugués et permettent de penser le commun. Permettre de penser le commun et créer aussi de l'emploi sur ces lieux-là, déjà en termes de salariés, mais aussi d'entreprises qui se créent ou d'entreprises ou de différentes entreprises qui pouvaient se créer là-dessus, mais que ça pouvait aussi faire chaîne de valeur et un petit peu écosystème. Guillaume Riffaut, aujourd'hui, nous prenait un petit peu l'exemple de la SMALA qui avait ouvert un Fab Lab sur la ressourcerie des greniers de Mésos, qui est en fait une ressourcerie qui est juste à côté. Et que toutes ces initiatives permettaient aussi de donner envie de vivre sur le territoire. Et ce qui explique aussi pourquoi ces façons de faire bousculent un petit peu la posture des pouvoirs publics et des collectivités. Marie-Hélène Michon expliquait et rappelait le rôle des élus dans ce cadre de faciliter et d'accompagner les projets, par exemple à travers la mise en œuvre de dispositifs de locaux et aussi le financement, voire la mise en réseau. Donc de la même façon, l'État, la région, la Banque des territoires se positionnent aussi en accompagnateur des territoires afin d'aider à faire émerger, à faire fleurir ces initiatives qui contribuent au développement économique tout en répondant aux enjeux sociaux et écologiques de notre époque.
En tout cas, si vous avez loupé ce webinaire ou les autres, vous pouvez toujours vous rendre sur notre chaîne YouTube. On a un espace qui est dédié à tout ce qui est revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Mais aujourd'hui, on va parler d'ingénierie dans les démarches de revitalisation. Et c'est Colline qui va nous présenter le programme. Tout à fait. Aujourd'hui, donc, ce 5e webinaire, on va essayer de répondre à la problématique 15 ingénieries sollicitées pour définir son projet de revitalisation et sa gouvernance. Comment déployer et articuler de manière pertinente les ingénieries lors de la mise en place opérationnelle du projet. Donc, on abordera aussi les questions telles que qu'est-ce qu'on met derrière le terme d'ingénierie, que permettent les différentes études, l'expertise thématique plus ponctuelle ou le travail de chef de projet dédié, comment on garantit une synergie de travail entre l'ingénierie dédiée, les partenaires, l'expertise externe et les services de la commune et ceux aussi de l'EPCI, et aussi quelle complémentarité entre professionnels et élus, comment les élus locaux peuvent-ils assurer un portage politique de la démarche. Donc au programme, un double témoignage avec Alain Darbon, maire de Saint-Léonard-de-Noblat, et Philippe Sartre, maire de Garin. On aura après une interview croisée des 2 témoins, et en conclusion, comme d'habitude, nous laisserons la parole à l'État, la région et la Banque des territoires. Et si vous avez des questions, n'oubliez surtout pas de les poser dans la rubrique questions et non dans le chat où vous pouvez discuter. Et tout de suite, nous commençons par une conférence introductive de François-Xavier Leray. Monsieur Leray, je vous invite à me rejoindre sur scène. Nicolas a lancé le diaporama. Donc, Monsieur Leray, je vous laisse prendre place sur le plateau où vous voulez. Vous êtes directeur de Solia Nouvelle-Aquitaine, professeur associé au IATU, et on va vous laisser répondre à 2 petites questions. 15 ingénieries sollicitées pour définir son projet de revitalisation et animer sa gouvernance. Et comment identifier et articuler les ingénieries appropriées pour la mise en place opérationnelle du projet. Je vous laisse sur cette plateforme. Deux questions très simples. En gros, vous me demandez de résumer en 20 minutes ce que nous mettons 2 ans à apprendre à nos étudiants en urbanisme, qui sont censés après mettre en place en fait l'ingénierie de projet sur les territoires. L'ingénierie de projet, j'allais dire, c'est quelque chose qui doit servir fondamentalement le territoire. Chaque territoire est différent et nous devons, à travers l'ingénierie de projet, comprendre sa raison d'être. Quand vous êtes une petite commune de 200 habitants, un centre urbain de 3500 habitants ou une métropole, vous n'avez pas la même raison d'être. Et du coup, le premier stade de l'ingénierie, c'est comprendre la raison d'être d'un territoire. Le deuxième stade, c'est transformer cette raison d'être en création de valeur. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le territoire se transforme en permanence et quand nous voulons le transformer vers quelque chose qui nous semble mieux, il faut que nous partions sur de la création de valeur. Donc la raison d'être d'un territoire va générer la création d'une nouvelle valeur de territoire qui va permettre en fait au territoire de se transformer et de rebondir. Ça, c'est la première étape vraiment de l'ingénierie de projet. La deuxième étape, c'est mettre en mots, en musicalité, en fait, le rythme de la transformation. C'est-à-dire qu'en gros, nous essayons de faire et d'accompagner la narration, le récit de la transformation du territoire. Cette narration, chaque territoire, je dis souvent, chaque territoire a une musicalité propre, un petit peu quand vous écoutez des trains passer sur des rails. Chaque train, pour un cheminot, a sa musicalité propre, a son rythme propre. Donc nous, ce que nous essayons de faire à travers la narration, c'est nous essayons de déterminer quelle est la musicalité de chacun des territoires. Alors ça fait souvent rigoler les étudiants de dire que chaque territoire a sa musicalité, à tel point que moi, ce que je leur demande de faire aux étudiants, je leur demande de chanter. Et ce que j'aimerais bien arriver à faire un jour dans chacun des projets d'ingénierie que je conduis sur le territoire, c'est de demander aux maires et aux chefs de projet de chanter et de raconter la musicalité de leur territoire. Il y en a qui sont très très bons là-dessus. Hein. Je ne vais pas vous citer Jean Lassalle, c'est un vieil élu de l'ex-Aquitaine de l'Osso qui chantait quand même pas mal sur un certain nombre de conférences. Le dernier point, en gros, de l'ingénierie du territoire, c'est comment, à partir de ces 2 éléments-là, c'est-à-dire la raison d'être et sa création de valeur et la musicalité, on va transformer le territoire. Et là, on passe en gros du « je suis, je veux » à « je serai et je me transformerai comme ceci, comme cela ». J'ai utilisé pour illustrer cette diapo
de la création de la raison d'être, j'ai utilisé une BD qui s'appelle Calvin et Hobbes. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une excellente BD où vous avez un petit garçon qui se pose des questions existentielles en permanence et il est accompagné d'un tigre. Le tigre a deux fonctions. C'est sa peluche, en fait. Et pour l'ensemble des personnes qui sont autour de lui, c'est une peluche, donc simple et bête. Et pour lui, c'est un véritable être vivant. Et vous voyez en fait deux éléments qui sont intéressants dans le travail du projet. C'est que vous avez le constat pour l'un que le projet c'est comme ceci et pour l'autre que le projet est comme cela. Et du coup, souvent, on a des élus qui nous disent les projets c'est assez inerte, en fait c'est de la technicité. Et il y en a d'autres qui nous disent le projet c'est vivant, en fait c'est accompagner la vie d'un territoire. Et c'est Calvin et Hobbes, je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment quelque chose qui pose bien le cœur du projet. Donc, faire émerger sa raison d'être, c'est dire qui l'on est. Qui l'on est. Comment est-ce qu'on organise, en fait, son territoire. Et sa raison d'être est très différente d'un territoire à l'autre. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de déterminer quelle est votre raison d'être fondamentale. La raison d'être, c'est répondre à 3 fois la question « Pourquoi ?» Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je suis grand? Pourquoi je suis petit? Pourquoi je suis droitier? Pourquoi je suis gaucher? Pourquoi je suis un petit territoire? Pourquoi je suis un grand territoire? Et une fois que vous avez bien cerné les éléments de conception du territoire, vous détachez les 2 syllabes du pourquoi, c'est pour en faire quoi? C'est-à-dire, vous essayez d'amener la question de la transformation du territoire. Et dans un 3e temps, quand on aura défini pour en faire quoi, on passera sur le comment. Comment faire pour arriver à l'objectif que je me suis fixé. Je vais peut-être revenir sur la création de valeur. Donc, l'ingénierie, pour moi, c'est fondamentalement déterminer une nouvelle valeur sur le territoire. Quand vous avez des étudiants qui travaillent sur des territoires qui sont extrêmement difficiles, j'ai travaillé pour ma part sur des bidonvilles au Pérou ou sur des bidonvilles en Afrique. Ce sont des territoires extrêmement difficiles. Et j'ai eu une étincelle à un moment donné parce que quelqu'un m'a dit « mais un territoire n'est jamais laid ou il n'est jamais pourri. C'est un territoire, si vous le regardez en devenir, qui peut être extrêmement positif. » Donc, comment est-ce que je perçois dans le territoire que je regarde la valeur potentielle qu'il contient? Et toute l'ingénierie d'accompagnement du projet va être de transformer cette raison d'être en création de valeur. Et une fois qu'on tient cette nouvelle valeur, à ce moment-là, la déclinaison, elle sera très régulière, un petit peu comme on monte un escalier ou quand on descend un escalier. De la création de valeur, on va réfléchir à la question de la production de la valeur. Comment est-ce qu'on va produire cette nouvelle valeur du territoire? On passe au comment. Pourquoi vers le comment. De la production de valeur, on va penser à la distribution de valeur. En gros, comment est-ce qu'on va s'entourer sur le projet? Avec qui on va faire cette production de valeur? Et enfin, comment est-ce qu'on va approprier sa valeur? De plus en plus de maires nous posent la question de savoir si ils ne devraient pas plutôt faire du design urbain ou du marketing urbain plutôt que de la transformation fondamentale de villes. Le design urbain et le marketing urbain, je leur réponds, c'est souvent la dernière étape de la création de valeur. Si vous ne passez pas par les étapes précédentes, vous n'arriverez pas à permettre une appropriation de la valeur. Donc le design urbain, on est bien sur cette appropriation de la valeur, mais la valeur étant déterminée par la création initiale. Et enfin, on arrive aux 2 derniers termes de la valeur. Comment est-ce qu'on monétise cette valeur? En gros, comment est-ce qu'on en arrive à un plan d'affaires? Et au final, comment est-ce qu'on la répartit, c'est-à-dire au bénéfice de qui? Il y a des élus qui, aux dernières élections, ont dit « le territoire a été pris en charge et a été donné ou livré aux promoteurs immobiliers ». C'était très intéressant d'avoir cette réflexion-là, parce que si un territoire est livré aux promoteurs immobiliers, ça veut dire que l'élu qui pilote le projet de territoire ne gère pas correctement sa production de valeur. Et s'il ne gère pas correctement sa production de valeur, ça veut dire qu'il n'a pas situé correctement le niveau estimé ou espéré de la création de valeur.
Et du coup, en fait, quand on arrive à la monétisation de la valeur et à la répartition de la valeur, on se pose la question de, au final, le bénéfice de la réalisation publique, il est allé à qui? Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous avez un quartier dans lequel vous faites passer une route de grande circulation, les immeubles qui sont limitrophes de ce quartier ou de cette route vont perdre de la valeur. Et à travers votre action publique, vous allez générer une perte fondamentale de valeur de l'immobilier riverain. Si au contraire, vous allez créer un parc arboré sur la même route et vous allez générer une aménité urbaine très prisée en ce moment, c'est-à-dire un espace naturel devant le territoire ou la maison de chacun, ou l'habitat de chacun, vous allez générer une augmentation de la valeur immobilière riveraine et vous allez avoir une flambée des prix autour de cet espace-là. Donc vous voyez comme l'action publique peut, à travers des choses assez simples, décoter un immobilier privé ou le surcoter. Donc tout ceci, c'est essayer de le penser bien en amont. Comment est-ce qu'on bascule sur cette question de la valeur? Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut qu'on soit dans une notion d'efficience. Quelle est cette notion d'efficience? Là aussi, je vais essayer d'être pédagogue sur la notion d'efficience. Si vous avez mal à la tête, l'efficacité pour vous, c'est de prendre un Doliprane, alors excusez-moi pour la marque, ou du paracétamol, et ce médicament sera efficace. Ce qu'on ne vous dit pas si vous prenez du paracétamol très régulièrement, c'est qu'à partir de 8 comprimés de paracétamol par jour, vous risquez une cirrhose hépatique de paracétamol. Et vous risquez en gros un cancer du foie qui va vous amener à périr très rapidement. Donc l'efficacité, par exemple, du paracétamol peut devenir totalement inefficace, voire contre-productif, parce qu'il va générer en fait une surmortalité liée à la cirrhose hépatique du foie. L'efficience, c'est d'essayer de doser la notion d'efficacité et de la mesurer. Donc quand on est dans un territoire, et quel que soit le territoire, il faut que nous ayons un souci d'efficience économique. Cette efficience économique, c'est accomplir sa raison d'être avec l'intégralité des ressources et des éléments que nous avons à notre disposition. Et l'efficience économique, c'est la conjonction de 4 efficiences différentes. Une efficience sociale ou sociétale, c'est-à-dire en gros pour qui on travaille et comment on travaille avec les populations. Une efficience environnementale, comment est-ce qu'on fait acte d'économie de ressources naturelles et comment est-ce qu'on a des externalités positives ou négatives en agissant sur le territoire. Une efficience monétaire, en gros, on ne peut générer de ressources que celles qu'on l'on produit rapidement, tout simplement parce que la ressource, même si vous avez par exemple un crédit d'amorçage au démarrage, il faudra bien que votre projet il tourne sur votre propre ressource. Et l'efficience d'usage, c'est vraiment adapter l'intégralité des projets à ce que l'on souhaite faire. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir la tour Eiffel sur son territoire, mais peut-être que la tour Eiffel, si vous l'installez sur votre territoire, va générer un modèle économique de développement qui sera très intéressant pour votre territoire. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de mesurer. Et pour le mesurer, on va essayer de réfléchir à un modèle économique efficient, adapté à chacun des territoires. Ce modèle économique efficient, je vous mets un schéma qui est un petit peu complexe, qui est fait par un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christophe Sampels, qui est un docteur en économie belge, et qui travaille sur la notion d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et qui met dans un schéma en fait, de production de valeur assez classique, ce qu'on pourrait appeler un business plan. Vous pouvez aller le chercher sur Internet, par exemple, un business plan Canvas, qui essaye de déterminer quelles sont les ressources clés et quelles sont les dépenses clés pour essayer de monétiser une valeur. Là, il rajoute 3 éléments essentiels au projet, et notamment au projet de territoire. Un premier élément qui s'appelle les externalités.
En gros, c'est comment est-ce que le projet va générer sur mon territoire des externalités dites positives et des externalités dites négatives. Si je prends le cas de ma route qui traverse un quartier, externalité positive créée par une route, c'est que ça dessert un point à un autre. Externalité négative, c'est que ça amène de la pollution, tout simplement de la pollution par les transports carbonés. Si je mets un espace naturel, externalité positive, c'est que je vais avoir une moindre pollution de l'air, une aménité naturelle tout à fait intéressante, alors que si l'externalité négative, ça sera peut-être que je limiterai la mobilité d'un point à un autre, tout simplement parce que je ne pourrai pas avoir de mobilité rapide d'un point à un autre. Donc ça, c'est la partie gauche du tableau. La partie droite du tableau, c'est comment est-ce qu'on utilise dans un projet la notion de ressources immatérielles. La notion de ressources immatérielles, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. C'est tout simplement, si je vous dis que la ressource immatérielle, c'est par exemple avoir un grand élu sur un territoire. Ça ne veut pas dire forcément avoir un Premier ministre sur un territoire. Ça veut dire avoir un élu qui est en capacité de porter un projet politique de transformation de son territoire. Ça, c'est un grand élu. Eh bien, c'est ce qu'on va appeler une ressource immatérielle. Autre ressource immatérielle, c'est l'image du territoire. Si vous parlez, comme on va l'avoir tout à l'heure, de territoire des Landes ou de territoire de Corrèze ou de Haute-Vienne, je ne sais plus, c'est la Corrèze, je crois. Haute-Vienne, pardon, Haute-Vienne, excusez-moi, comme on va en parler tout à l'heure. Ce sont les ressources immatérielles de ces territoires, c'est tout simplement l'image paisible, rurale, grand paysage, aménité d'un espace rural, etc. Donc tout ça, ce sont des ressources immatérielles. On a bien vu, par exemple, pendant le confinement, que l'espace rural était c'était devenu un espace refuge. C'est une ressource immatérielle du territoire rural. Et enfin, donc dernier point sur le modèle économique, c'est la notion de gouvernance et légitimation. Vous devez travailler votre projet à travers deux éléments que vous devez faire jouer, la notion de gouvernance et la notion de compétence. La notion de gouvernance et la notion de compétence, ce sont tout simplement la gestion d'un projet à travers les différentes strates territoriales qui existent en France, la commune, l'intercommunalité, le département, la région, l'État, l'Europe. Ces différentes strates territoriales qui ont des compétences différentes et des gouvernances différentes. Et l'établissement d'un projet doit mobiliser toute cette population-là pour générer donc un projet cohérent sur le territoire. Comment on fait de l'ingénierie sur un territoire? On a deux moyens assez classiques. Un premier moyen qui est de définir les 5 étapes classiques du projet. Vous les connaissez toutes, donc je ne vais pas y revenir beaucoup. C'est le diagnostic du territoire, la détermination des enjeux du projet. C'est un point qu'on sait assez mal faire. C'est comment est-ce qu'on détermine ce qui est en jeu fondamentalement dans la transformation du territoire. Le choix de la stratégie à déployer, vous pouvez passer par plein de chemins différents pour arriver au même résultat, mais vous devez savoir gérer les aléas temporels et financiers d'un projet, y compris les aléas de gouvernance du projet. On a vu avec le choix de nouveaux maires dans les dernières élections que les projets pouvaient changer, mais ils pouvaient également rester avec des maires assez différents. Bien entendu, la quatrième étape, c'est la programmation, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Et la cinquième étape, c'est comment on va le faire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va porter les actions les unes après les autres. Vous avez deux façons de conduire un projet de territoire. Vous avez une façon qui est dite centripètre et une façon qui est dite centrifuge. La façon centripètre, c'est tout simplement se servir de la force centripète, c'est partir de quelque chose qui est marginal pour aller vers le cœur du projet. C'est-à-dire prendre en charge une série de petites actions de périphérie ou de petites actions secondaires pour construire au fur et à mesure un projet qui va aller vers le cœur, vers ce que vous voulez réaliser ou transformer fondamentalement.
Vous avez une autre façon qui est la façon centrifuge. La façon centrifuge, c'est tout simplement se servir de la force centrifuge pour poser une action fondamentale sur le cœur du projet et ensuite que ce cœur-là, cette action fondamentale, diffuse sur la totalité des territoires. Là, je vais prendre un exemple sur Bordeaux parce que ça m'amuse assez. Vous savez que le nouveau maire de Bordeaux a décidé de végétaliser extrêmement la ville puisqu'il y a un programme de plantation d'arbres. Et qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Il a commencé par faire des trous sur la place centrale de Bordeaux, la place Péberlan, pour planter des arbres. Ça n'a pas de fonction écologique au sens fondamental du terme, mais ça a une fonction symbolique. C'est tout simplement se servir d'une force centrifuge, planter un arbre au cœur de la ville pour que cette image diffuse sur la totalité des actions que va conduire la ville sur la totalité de son territoire. C'est assez intéressant. Pour terminer peut-être ce propos introductif, utiliser une ingénierie, c'est se questionner sur l'ingénierie la mieux adaptée au territoire pour savoir comment est-ce qu'on va engager le projet de territoire. Et vous avez 4 formes en gros d'ingénierie pour faire rapidement le point. Des études dites stratégiques, c'est celles qui sont le plus en amont possible. Les études préopérationnelles, ce sont les études qui vont permettre de définir un programme d'action qui va ensuite être construit à travers une ingénierie d'accompagnement à la conduite de projet. Le programme d'action, en gros, pour ceux qui ont connu les vieilles, ce qu'on appelait les draps de lit des tableaux financiers des programmes en rue, c'était des tableaux Excel absolument énormes. C'était tout simplement lister la totalité des actions pour définir les actions que nous mettions en priorité, les actions secondaires. Et l'ingénierie d'accompagnement pour la conduite de projet, c'est mesurer en fait l'impact de chaque action dans le projet pour déterminer comment est-ce qu'on pouvait conduire le projet. Est-ce qu'on allait embaucher un chef de projet? Est-ce qu'on allait embaucher un pilote? Etc. Et l'ingénierie d'opération, c'est tout simplement mesurer vraiment au sens financier du terme, quelle va être la maîtrise d'ouvrage, quelle va être la maîtrise d'œuvre, est-ce qu'on a besoin d'une assistance à maîtrise d'œuvre, est-ce qu'on va avoir un financement qui sera couvert à 100% par des subventions, est-ce qu'on aura recours à l'emprunt, comment est-ce qu'on va évaluer l'opération, quels sont les bénéficiaires finaux, etc. etc. Donc là, c'est le montage programmatif de chacune des actions. Pour terminer le propos introductif, ce que je voulais juste vous dire, c'est de la raison d'être à la déclinaison du projet, il faut que vous définissiez donc qui vous êtes, quelle est votre raison d'être. J'ai pris l'exemple, nous sommes une petite ville de demain parce que le programme est tout à fait essentiel aujourd'hui. Eh bien, comment souhaitez-vous être cette petite ville de demain? Que devez-vous mettre en œuvre pour transformer votre territoire, pour que après-demain, ce territoire soit la petite ville dont vous rêvez? Et là, je reviens sur la question du récit et de la narration. Tout récit de transformation urbaine fait l'objet d'une certaine utopie et d'une certaine prospective. Et donc, il faut que nous ayons des maires qui rêvent et des chefs de projet qui soient suffisamment intelligents pour transformer les rêves en actions extrêmement pratiques pour un urbanisme qui soit réaliste et réalisable. Et cette transformation des territoires, je pèse bien mes mots, il faut qu'elle soit réaliste et réalisable pour qu'elle puisse se faire. Merci beaucoup, Monsieur Leray, pour cette introduction très enrichissante. Je vous invite à sortir du plateau et on vous rappellera pour l'interview croisée. Merci beaucoup. Et je vais inviter nos 2 maires, Alain Darbon et Philippe Stark, à me rejoindre sur le plateau, et ainsi que mon collègue Nicolas. Philippe Stark, vous pouvez mettre juste ici. Alain Darbon juste à côté et Nicolas tout au bout. On est suffisamment. Alors, donc pour continuer après cette petite conférence introductive de Monsieur Leray, on va procéder à l'interview de nos 2 maires, Alain Darbon et Philippe Stark. On va commencer avec vous, Philippe Stark. Vous êtes maire de Garin.
maire d'un petit village donc de 450 habitants situé dans les Landes, à peu près 20 km au nord de Mont-de-Marsan et 15 km au sud de Savres, à peu près. Hein. Vous avez parlé d'un village riche d'un passé médiéval, mais qui est aujourd'hui traversé par un axe routier assez important. Et vous nous aviez également parlé de ce village défiguré au début, à votre arrivée. Pouvez-vous nous dresser un portrait rapide de votre commune? Bon, vous avez déjà dit pas mal de choses. Donc, un village typiquement forestier. En termes de sociologie, c'est un peu spécifique, puisque la tranche sociale agricole n'est pas très présente dans ce territoire, puisque c'est une activité forestière avant tout. Donc, je rajouterai au niveau patrimonial, où vous parlez d'une belle petite église romane que nous avons, mais l'essentiel de notre patrimoine émerge en réalité d'une activité très luxuriante au fin 19e et 20e, à savoir donc l'émergence de cette activité forestière qui crée de la valeur ajoutée et du patrimoine, de fait. Donc l'essentiel de notre patrimoine est quand même plutôt 19e, il est de grande valeur parce qu'il y a beaucoup de maisons de maîtres, etc. Deuxième patrimoine, le patrimoine industriel. Donc nous sommes typiquement au 19e et au 20e un village industriel, donc un village de moins de 500 habitants industriel. C'est-à-dire que nous avons une scierie, nous avons une distillerie qui fait de l'essence de térébenthine, nous avons du charbon de bois, vous voyez, des activités qui périclitent au fur et à mesure avec la mondialisation, mais qui se sont maintenues presque encore 10 ans, 15 ans en arrière. Voilà. Bon, aujourd'hui, bien sûr, en cœur de village, nous avons 2 friches industrielles. Alors, un village landais, c'est un village très aéré, pas très urbanisé comme dans d'autres lieux. Voilà. Et comme vous venez de le préciser, spécificité, nous sommes traversés par un axe nord-sud, en gros, qui rejoint deux régions actives. Pour faire simple, la région paloise, et pour faire simple, de l'autre côté, côté nord, la grande agglomération bordelaise. Voilà. Et donc, des nuisances liées à cet axe routier qui voit passer à peu près 6500, 7000 véhicules jour, avec une très forte proportion de poids lourds. Conclusion directe, 50% des logements en bordure de cet axe routier, dans le cœur du village, sont inoccupés. Et comment vous avez senti ce besoin de lancer une dynamique de revitalisation du centre? Et au niveau de l'ingénierie, à quel moment vous en avez eu besoin, vous avez eu ce sentiment de devoir développer ce type d'expertise? Bon, je fais partie des élus un peu anciens, donc je suis tombé dans le bain assez tôt. Dès 1995, c'était l'équipe qui était à l'époque un peu plus jeune, qui s'est bien reconstituée au fil des mandats. Nous avions un constat effrayant, et quand j'emploie le terme de village défiguré, c'était vraiment un village défiguré, puisque particulièrement marqué par cet axe routier et par une politique d'aménagement du territoire, largement développée d'ailleurs par les services de l'État, puisque c'était une nationale, qui était en gros une politique du tout routier. Donc nous avions un village complètement minéral, nous avions quasiment une 3 voies en cœur de village, et donc avec toutes les dépréciations liées à cet axe routier. Donc très rapidement, cette frustration, on l'a échangée, et je dois dire que je rends hommage à un premier homme d'ingénierie qui était tout simplement un architecte que j'ai rencontré et avec qui on a largement partagé sur nos déboires, et qui fut, si j'ose dire, un peu l'architecte confident pour la commune et pour son conseil municipal, et qui nous a permis de débattre. Bon, très rapidement, au-delà de cette étape très, très affective d'ailleurs, on est passé à une vision un peu plus panoramique, et on s'est vite rendu compte que déjà les élus de l'époque se mobilisaient sur de l'ingénierie de proximité.
Donc, on a tout de suite basculé toutes nos réflexions préalables avec de l'ingénierie de proximité. Bon, aujourd'hui, c'est un PETR, mais la configuration de ce noyau d'ingénierie a pris toutes les formes possibles. Ça a été jusque même à la gestion d'un pays. Voilà. Donc, j'ai été très contributif. Enfin, j'ai fait partie de ces élus qui se sont largement mobilisés sur cette entité qui est toujours très vivante et qui toujours nous permet d'approcher très rapidement les premiers sujets et d'avoir une première appréciation, une première évaluation que j'appellerais de conseil et un peu aussi juridico-financière. Vous parlez du Pôle Haute-Lande. Du Pôle Haute-Lande, voilà, pour le citer, oui. Tout à fait, qui s'occupe d'un territoire assez grand, hein, qui couvre à peu près la moitié du département des Landes, la partie en gros nord-nord-est. Et qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place du coup par la suite avec cette ingénierie? Est-ce que au-delà de ce qui est le PETR aujourd'hui, de ce Pôle Haute-Lande, vous avez dû solliciter des acteurs plus privés, d'autres expertises? Oui, bien sûr. Alors, le phénomène monte en pression, je dirais naturellement. On est parti d'un slogan que j'aimais bien, qu'on avait bâti à l'époque avec cet architecte, c'était redonner une âme villageoise à notre village. Mais il faut des éléments de langage, il faut pouvoir exprimer l'idée, ça a été dit dans l'introduction. Je crois qu'on l'avait largement en tête dès le départ. Au-delà de ça, on a travaillé sur des axes qui étaient très conventionnels, mais qui sont classiques, l'habitat, le cadre de vie, l'animation, mais là aussi en faisant appel systématiquement à beaucoup d'ingénierie, c'est-à-dire à beaucoup de conseils. On a toujours pensé qu'il était vital de prendre le temps de la réflexion. Donc, pour moi, il y a une ingénierie de conseils, d'échanges, que très souvent, on a avec plutôt le monde public et parapublic, hein, donc les CAUE, Parc naturel, PETR bien sûr, Solia, puisqu'il est à l'honneur aujourd'hui aussi, etc. Donc tout ça, ça permet de travailler en perspective les projets dans une première échelle. Pour moi, la seconde, après, passe obligatoirement par une ingénierie de projet, qui est une ingénierie le plus souvent directement entre les mains, en collaboration avec le monde privé, l'entreprise privée, c'est-à-dire des bureaux d'études, des architectes à qui je rends hommage, puisque effectivement, je trouve que notre société ne fait pas suffisamment appel aux architectes. Et voilà, et donc là, on a un certain nombre de programmes, j'ai peur de commencer à les égrener. Oui, d'accord. Ça, c'était votre concept un petit peu des deux ingénieries dont nous avions déjà parlé. Oui. Si vous voulez développer un petit peu plus. Complètement. Si vous voulez, sur la partie privée, moi, et sur cette ingénierie en relation directe avec des bureaux d'études et des architectes, enfin tous les prestataires habituels, moi je pense qu'il faut être très pragmatique, il faut prendre le temps de bien définir ses cahiers des charges, de bien présenter les idées qui ont été travaillées en amont avec ce que j'appelle plutôt du conseil. Donc je pense souvent aux gens qui sont dans l'équipe du PETR. Et donc, sur cet aspect, comment dire, d'ingénierie avant même de passer à la mise en place d'un contrat de maîtrise d'œuvre, parce que tous les projets font l'objet d'une maîtrise d'œuvre. Voilà. Je pense que le monde du privé peut apporter beaucoup de solutions d'ouverture, y compris en amont des projets et en assistance à maîtrise d'ouvrage en amont. Voilà. Nous, on n'a pas peur de prendre le temps de faire et de refaire. Les études, pour moi, ne coûtent jamais cher. Ce qui coûte, d'abord, parce qu'en règle générale, on les finance plutôt
correctement, de façon très pragmatique, mais en plus, ce qui coûte cher, c'est le mauvais projet. Donc, il faut prendre le temps, et à l'échelle d'un petit village, on est obligé de prendre le temps d'être très au point sur son projet. Donc, et y compris dans la préparation avec des maîtres d'œuvre du monde du privé. Voilà, donc j'insiste bien sur ça. Je pense qu'il y a des solutions aussi qu'il faut essayer de trouver et qui permettent de faire qu'on ait une bonne continuité entre les phases de réflexion et les phases opérationnelles de maîtrise d'œuvre. Voilà, c'est pour ça qu'on on cherche toujours dans nos cahiers des charges, dans des appels d'offres, à faire qu'il y ait une bonne logique de continuité. Parce que le pire du pire, c'est d'avoir une première étude, une phase de réflexion préalable qui soit plus ou moins mise en porte-à-faux par après un maître d'œuvre qui n'a pas intégré complètement la phase préalable. Et ça rejoint aussi ce que vous disiez, qu'on ne peut pas, enfin voilà, sans projet, ça a été difficile de solliciter de l'ingénierie et des financements, et que c'est important de partir de ça. Et pour terminer, avant de laisser la parole à Nicolas et M. Darbon, qu'est-ce que vous pouvez dire aux petites communes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de maires des petites communes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en tant que maire justement d'une commune de près de 450 habitants, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les... Je pense que bon, c'est un peu un discours entendu, mais il faut absolument avoir beaucoup d'ambition. Enfin, j'aurais tendance à dire que dans les toutes petites communes, il en faut 2 fois plus qu'ailleurs, parce que, pour être honnête, très souvent, la structure des politiques publiques fait que nous passons sous les radars totalement. Tout ce qui est politique liée aux bourses structurants, par exemple, ben, vous empilez les données ou les règlements qui sont départementaux, régionaux, nationaux. Si vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Et très souvent, les toutes petites communes n'y sont pas. Donc, je pense qu'il faut une double ambition, il faut être très créatif, il faut sortir du cadre. Voilà, il faut y aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sartre. Et puis, on va revenir vers vous après avec quelques questions supplémentaires. On s'est aussi rendu sur votre commune cette semaine pour faire une petite interview vidéo, et puis on l'adressera aux participants en suivant du webinaire, sans doute la semaine prochaine. Monsieur Darbon, bonjour, vous venez de Saint-Léonard-de-Noblat, donc typologie de territoire complètement différente, 4500 habitants environ, en Haute-Vienne. Vous êtes également le président de l'intercommunalité et élu régional. Est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu en 2 mots Saint-Léonard-de-Noblat, ses spécificités, mais aussi les fragilités qui étaient celles de la commune et du territoire dans ces dernières années? On va essayer en quelques minutes de dresser un portrait clair et exhaustif avec des problématiques un petit peu communes que connaît mon collègue, hein, donc Saint-Léonard, chef-lieu de canton, en Limousin, Haute-Vienne, donc entre Limoges et Vassivière pour situer, donc qui était traversé par une grande nationale, Limoges-Clermont, mais effectivement après la politique autoroutière a fait que cette nationale a été abandonnée, donc avec une 3 voies qui traversait la commune, mais qui avait par contre l'avantage d'amener des flux et donc en particulier des gens qui s'arrêtaient pour faire vivre le commerce local. Un tissu industriel assez riche, là aussi, c'était des villes de savoir-faire, l'agriculture, bien évidemment, berceau de la race bovine limousine, la porcelaine, le cuir. Et comme toutes ces villes, comme beaucoup de communes en France, la métropolisation, mondialisation, chute de l'emploi industriel et effectivement, fin des années 70, début des années 80, la ville a perdu près de 1000 emplois industriels. Et donc là, on a connu un déclin important puisque la population est passée de près de 6000 habitants à 4500. Un long déclin. Par ailleurs, peut-être pas à l'époque, sans faire de procès, c'était sans doute pas dans l'air du temps. Si j'avais été à la place de mes collègues élus, j'aurais sans doute fait pareil. Ils n'étaient pas plus stupides que nous. Mais effectivement, il n'y avait pas forcément cette vision du patrimoine, parce que par ailleurs, on a un patrimoine bâti qui est très riche, avec une ville médiévale. On a une collégiale, donc on est situé sur les chemins de Saint-Jacques, sur la voie de Vézelay. Donc, par rapport à ça, le classement patrimoine mondial UNESCO de la collégiale, et puis l'unique site patrimonial remarquable en Limousin.
Alors, ce qui évidemment nous confère, nous oblige en termes patrimonial, mais dont on est intimement convaincu aujourd'hui que c'est un objet de revitalisation. Vous avez pour habitude de l'appeler la Belle Endormie. J'avais effectivement en 2014, au moment, puisque je suis un jeune élu pour le coup, 2014, et effectivement, on avait fait un petit peu la campagne sur la Belle Endormie parce que chacun s'accorde à, en tout cas, des touristes, hein, et là peut-être c'est le côté limousin, vivons bien, vivons cachés, et il n'y a pas forcément cette appropriation de la beauté de ce patrimoine. Tous les gens qui découvrent Saint-Léonard nous disent c'est merveilleux, mais l'herbe, elle est toujours plus verte dans le pré d'à côté. Donc c'était un petit peu ça. Donc d'abord, effectivement, il y a une communication très forte. Et d'ailleurs, j'ai parlé de site patrimonial remarquable, c'est de la sémantique, mais avant, c'est un secteur sauvegardé. Et ce que j'avais dit à l'époque à Madame l'architecte des Bâtiments de France et l'UDAP, c'était secteur sauvegardé. On avait l'impression que ça faisait un peu gaulois. Là, on allait garder le petit village avec son chef. J'avais d'ailleurs à l'époque proposé de me laisser pousser les couetous et d'acheter un bouclier pour qu'on me promène dans le village. Très, voilà. Le cadre est posé. Voilà. Mais du coup, par où vous avez commencé en donc, 2014 ce projet de revitalisation. Rendons à César, pour le coup, ce qui est à César, c'est dans la mandature précédente où ils ont classé le secteur sauvegardé sémantique. La loi LCAP a baptisé site patrimonial remarquable. Et là, c'est une avancée en termes de communication que je tiens à saluer de la part du législateur. Donc, la mandature précédente avait lancé ce secteur sauvegardé avec, par contre, peut-être trop peu de communication, puisque, voilà, par ailleurs, ça oblige un certain nombre de prescriptions à la fois sur les intérieurs, sur les extérieurs, mais aussi chez nous sur les intérieurs. Donc, quand vous pénétrez chez les gens, il y a quand même la notion de propriété en France qui est très ancrée. C'est un petit peu compliqué. Donc, on a d'abord travaillé très fortement un règlement, ce qu'on appelle un PCMV, plan de sauvegarde et de mise en valeur, hein, qui est forme de PLU, mais sur une zone beaucoup plus réduite, mais très... Et là, on a véritablement pris conscience avec un très bon cabinet d'études qui nous accompagnait sur ce dossier, de la beauté, de la richesse de notre patrimoine. Par chance, au même moment, suite aux élections, puisqu'on s'est mis tout de suite en marche, le gouvernement de François Hollande, à l'époque, a lancé un appel à projet, Centre-Bourg. Alors, pour le coup, nous, on était dans les radars, effectivement, de l'État. C'est une chance que l'on a, c'est un petit peu une caractéristique différente, c'est qu'on est un peu plus gros, chef-lieu de canton, donc on structure vraiment un territoire rural. Vous décidez de répondre à cet appel à projet. Donc, on décide de répondre à cet appel à projet, avec pour le coup des chefs de direction générale des services de la ville et de la Comcom qui sont très compétents, qui savent faire parfaitement du régalien, de la gestion d'équipement, mais qui n'ont pas forcément une vision, et là aussi c'est parce qu'on n'était pas habitué, qui n'avaient pas forcément cette vision prospective. On s'est appuyé à l'époque sur le pays, qui lui aussi est devenu un PETR, puisque c'est là où on avait de l'ingénierie. On a fait appel, on est dans un SCOT, donc on a fait appel à l'ingénierie du SCOT, hein, qui a aussi une vision prospective en termes d'aménagement. Et je dis aussi, j'ai salué l'engagement de l'État, puisqu'on a eu un accompagnement très fort de la DDT et de l'UDAP, hein, qui a à la fois donné le rythme et effectivement, donc derrière, un investissement des élus important. Donc l'ensemble de l'ingénierie de proximité, ce que voilà, c'est ça, rappelait l'ingénierie de proximité voilà. Tout à l'heure, plus l'État. Hélas, nous n'avons pas été retenus sur cet appel à projet, avec regret, mais par contre, une grande leçon, ça a été d'apprendre de travailler ensemble. Et ça a été prépondérant pour la suite, effectivement, entre le pays, la Comcom et la ville, mais aussi avec les communes autour. Ça nous a permis, par contre, de nous consacrer à la reconstruction de grands équipements, hôpital. On a un très bel hôpital de proximité qui, justement, là aussi, la conscience on a fait un bel hôpital qui est parfaitement inscrit en termes architectural et patrimonial. Enfin, vous avez l'occasion, Nicolas, il est sur la vidéo. Le voir. Gendarmerie, avec la Comcom, Maison de la Petite Enfance, et on s'est très vite engagé sur la fibre optique, puisqu'on a un territoire très engagé avec un réseau d'initiatives publiques sur le déploiement de la fibre optique. Donc c'est important là aussi en termes d'attractivité. Et puis vous avez organisé aussi en interne toute une équipe projet autour de cette démarche de revitalisation. Est-ce que vous voulez vous en dire deux mots, comment vous êtes organisé en interne? Alors on a effectivement, bien évidemment, nos équipes de direction, la direction générale de service, direction des services techniques, mais on a aussi pris la conscience, et ça fait écho au témoignage initial, hein,
de l'importance de l'urbanisme. Et donc, effectivement, d'un petit service urbanisme, que je dis petit, mais qui était très régalien. On recevait les dossiers de la DDT, et, enfin, pour la DDT, on cochait les cases et on les transmettait à la DDT. Là-dessus, la loi de décentralisation reprenant l'instruction nous a aussi obligés, donc il y a eu une forme d'alignement des planètes. Et on est passé effectivement d'un équivalent d'un mi-temps, qui était un agent de catégorie C, qui avait fait on va dire, son apprentissage sur le tas, à aujourd'hui, j'ai 2 jeunes qui sortent d'un Master 2 en valorisation du patrimoine. Quand je dis jeunes, au fil des années, ils ont tous, comme moi, des années supplémentaires, mais effectivement se doter de gens qui font évidemment toujours ce côté régalien, mais qui ont des missions d'accompagnement pour ce qui nous concerne dans la planification, dans la vision, dans la médiation, puisque gérer un site patrimonial remarquable, c'est aussi beaucoup de médiation avec les habitants, avec le pétitionnaire, et aussi avec un travail là aussi très efficace, alors même si de temps en temps on s'accroche, mais ça c'est la vie, hein, tout simplement, mais aussi avec les services de l'UDAP et tout particulièrement l'architecte des bâtiments de France qui vient appuyer tout ça, et aujourd'hui un règlement que j'ai présenté en commission nationale, qui effectivement était aussi, j'ai la prétention de le dire, de le croire, que ça a été un des premiers PSMV de revitalisation, hein. Il y a eu plusieurs étapes de plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les premiers étaient très autour de sauvegarder, la deuxième était de restaurer, et maintenant, effectivement, ça devient de véritables outils de revitalisation. Donc, pour ces premiers travaux, vous avez mobilisé toute votre ingénierie déjà interne qui existait, des services aussi au sein de l'intercommunalité, et puis que vous aviez aussi en interne dans le service urbanisme. Après, vous avez eu des chargés de mission un peu plus dédiés sur cette question. Ça, c'était en répondant au deuxième appel à projet, celui sur le GIP Massif Central, donc c'est en 2016. Et vous avez lancé déjà un certain nombre d'études déjà à ce moment-là. Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots? Donc, effectivement, on a pris le temps, et du coup, vu qu'on avait déjà bien travaillé en 2014, le GIP Massif Central a relancé un appel à projet. Là, on a été lauréat, donc avec des financements publics assez conséquents de l'État, de la région et de la Banque des Territoires. Sur le coup, on a recruté une chef de projet en interne. On a fait le choix très heureux, alors subi au début, mais finalement très très heureux d'avoir un recrutement en interne qui était une doublette en fait d'agents qui travaillaient à l'office de tourisme, donc qui avait déjà notre ville au corps, je dirais, et donc sur lesquels, mais leur rôle, hein, c'est effectivement pas de faire les études, leur rôle c'est de mettre en musique aux côtés du politique, de l'élu, d'animer, hein, justement pour aller chercher les ressources. Donc on a recruté effectivement un chef de projet en début 2017. Donc derrière le lancement d'études de diagnostic, pré-études, sur l'habitat, commerce et également maison de santé. Là, mon rôle de maire, président de Comcom, a fait aussi qu'on a lancé sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du coup, ça a découlé sur une OPH, opération programmée de l'amélioration de l'habitat, qui intervient dans 3 centres-bourgs, plus au-delà un programme d'intérêt général sur l'ensemble de la Comcom. Parce qu'effectivement, mon collègue le disait, là, je peux comprendre les collègues maires des plus petites communes, ça tombe souvent sur aujourd'hui. Et moi, je crois qu'il faut embarquer le territoire. Hein, c'est l'image du train. Tout à l'heure, c'est sur la musicalité. Eh bien, moi, je prendrais l'image du train sur la ville-centre Saint-Léonard-de-Noblat aujourd'hui. C'est la locomotive, mais il faut emmener les wagons, parce que si on n'emmène pas les wagons, il n'y a pas de voyageurs. Donc, effectivement, il faut emmener tout le territoire. Vous dire que c'est toujours rose, c'est pas tout à fait vrai. On a aussi là quelquefois quelques débats, mais en tout cas, c'est bien comprendre ce que je crois. Moi, je crois beaucoup mon côté scientifique à la notion de fractale. Et effectivement, on est tous les plus petits d'un gros. Donc, à un moment donné, nous, on a besoin des communes autour, et les communes autour ont besoin de nous. Donc, ce que vous dites, c'est que vous avez travaillé aussi ce projet avec les communes qui font partie de l'EPCI et qui ont un rôle structurant, mais peut-être un peu moindre aussi de Saint-Léonard-de-Noblat. Donc voilà, oui, on a Saint-Léonard qui a tout, quand je dis tous les services, hein, on va de la petite enfance au lycée, on a la chance d'avoir un lycée, on a, comme je l'ai dit, hôpital, on a une multitude de commerces artisans,
qui fait que dans votre vie de tous les jours, on n'a pas du tout besoin d'aller à Limoges. On a un tissu associatif très riche, mais à l'intérieur, effectivement, on a 2 autres communes qui, on va dire, dans lesquelles on trouve tous les services du quotidien, donc l'école, évidemment, les médecins, le pharmacien, enfin, on ne va pas tous les jours chez le médecin, mais au sens dont on a besoin, le boulanger, le boucher, etc. Et justement, on a souhaité ne pas abandonner ces communes pour vraiment mailler ce territoire du mieux possible. Alors, je vois qu'on est en train de répondre déjà un petit peu à la question de Charles Desraux qui demande comment concilier les intérêts qui peuvent être divergents entre un territoire à caractère rural et une intercommunalité plutôt à dominante urbaine. Continuez à poser vos questions parce que ça va être le moment aussi. La chance que l'on a aussi, bon, dominante urbaine, quand même, nous, on est une petite ville à la campagne, il faut quand même relativiser, même si le centre est très urbain, très minéral, pour le coup, très dense, mais on reste une petite ville à la campagne. Et on a aussi, je crois, une Comcom qui, pour moi, est bien découpée, qui reste effectivement un chef-lieu de canton et ses communes, on va dire, autour, dans lesquelles il y a de la vie et avec cette interdépendance et pas... Voilà. Est-ce que vous voulez nous dire aussi comment vous travaillez, vous, en tant qu'élu, avec ces ingénieries, enfin, que ce soit les chefs de projet ou dans l'ingénierie, etc. Avec les chefs de projet, en tout cas, il doit y avoir sur nos territoires une confiance mutuelle. Hein. Moi, ce que je dis, mon grand-père disait, j'aime beaucoup les adages populaires, mais mon grand-père disait, on n'emmène pas les chiens à la chasse. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, on n'emmènera pas nos techniciens dans des politiques publiques qu'ils ne partagent pas. Donc, en tout cas, il doit y avoir donc vraiment comme je dis, nous, on donne un petit peu voilà, là-bas, qu'est-ce que vous en pensez? On va aller là-bas et eux, effectivement, vont nous construire le chemin. Donc, ça, c'est le rôle de la chef de projet, mais aussi en allant chercher, effectivement, l'ingénierie là où elle est, donc l'État, la région, etc., et les financements, et puis derrière des cabinets d'études, comme l'a dit mon collègue, hein, là aussi, on est habitué à travailler avec des cabinets d'études. Là, sur l'habitat, on va leur faire un peu notre... En pré-programmation, c'est effectivement Solia, le creuset méditerranéen, et derrière, on passe sur une phase plus opérationnelle, et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Super, ça tombe bien. Justement, la transition est parfaite, merci. Je vais inviter M. Leray à venir sur le plateau pour prendre ma place et passer à l'interview croisée avec nos 2 maires. Je vous laisse et je envoie les questions du public. Je tiens à dire, on ne l'a pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès. Ah, mais par contre, Colline a accueilli le bon moment. Non, parce qu'on a beaucoup parlé de projet et de la manière dont on crée aussi cette réflexion qui est absolument nécessaire et un préalable, vous le rappeliez en fait tous les 3. On voulait prendre aussi un temps pour parler de l'opérationnalité. Peut-être, Monsieur Sartre, on commence par vous. Vous avez aussi, on parlait des friches tout à l'heure que vous avez sur votre commune et aussi dans le centre, les anciennes scieries sur lesquelles vous avez des projets qu'on est déjà sur la phase opérationnelle, j'ai envie de dire. Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots et nous dire avec quel type d'ingénierie vous travaillez là-dessus? Alors, à la fois, j'aurais tendance à dire, avec les critères normaux de l'ingénierie qu'on vient de décrire, puisque ces projets ont fait l'objet d'abord d'un travail préalable dans le cadre d'un plan de référence très structurant pour nous, puisqu'il a bâti l'avenir de notre village à l'échelle des 10 années à venir. Avec vraiment des focus très précis sur ces opérations d'aménagement, dont un focus sur, effectivement, c'est une des friches sur laquelle on travaille actuellement. Alors là, c'est un travail qui a été fait à la fois avec de l'ingénierie publique, mais aussi avec des architectes qui ont travaillé sur le projet. Il se trouve que le dossier étant tellement grand, tellement large en termes de surface, puisqu'il y a 3 hectares de friches, hein, en l'occurrence. 1 hectare va être renaturé, donc là il y a de l'ingénierie purement environnementaliste. Bon, tout le monde comprend de quoi on parle, c'est assez simple. Et pour le reste, on a fait le choix de préserver 3 grands hangars patrimoniaux, bien qu'ils ils sont à peine centenaires, mais d'un grand intérêt architectural.
Et donc, là, se pose vite la question de savoir, au-delà de ce qui a été démantelé et qui peut servir facilement d'assise foncière sur des politiques de l'habitat, dans un village de 500 habitants, qu'est-ce qu'on fait avec des hangars qui font 500, 1000 mètres carrés de surface? Là, le sujet devient intéressant. Donc, il se trouve que le travail qui a été fait nous conduit à installer une grosse agence d'architectes dans un des hangars parce que c'est dans la nature du temps. Actuellement, nous aussi, on a des capacités en termes de liaison en matière de fibres. Donc, le village fait partie de ce réseau mondial sans aucun handicap aujourd'hui. Et donc, on a créé de la valeur ajoutée au projet en partant sur des chemins de cet ordre-là, avec une agence qui aujourd'hui est installée sur le chef-lieu de département, qui emploie une dizaine de personnes, donc qui est quand même une équipe très, très structurée. Mais au-delà de ça, alors il y a d'autres projets qui tournent tous autour des services, parce que cette friche industrielle va devenir une zone foncière d'habitation, puisqu'elle est en cœur de village, donc il n'était pas question d'y réinstaller des activités de production qui pourraient générer des nuisances, ce n'est pas possible. Et donc, vu l'ampleur de ces bâtiments, là actuellement, on est dans le cadre d'un travail participatif avec, là encore, un bureau d'études spécialisé pour essayer de faire émerger une réflexion vraiment de l'ensemble des citoyens. Donc là, et j'ai à cœur de me tenir en retrait total de ce travail. Voilà. Donc il y a un travail en cours avec l'ensemble de la population pour essayer de trouver des idées qui sortent un peu du cadre habituel de notre conseil municipal. Alors justement, on a Marc Collat qui nous pose la question avec ces mots-là, la participation à des réseaux divers, est-ce que ce serait une ressource immatérielle pour vous? Oui, oui, bien sûr. Nous, on est tout à fait convaincus qu'au-delà du travail structurant qu'on a mené, il y a encore de bonnes idées à trouver avec la société civile. C'est ce à quoi on s'attache actuellement. Monsieur Darmon, est-ce que vous voulez rebondir un petit peu sur l'ingénierie déjà, on va dire, plus opérationnelle que vous mobilisez aujourd'hui? Alors, sur l'ingénierie, et pour revenir sur ces ressources immatérielles, ce qu'on n'a pas dit, c'est que nous, effectivement, on a été lauréat en 2017 sur un projet un petit peu innovant qu'on a appelé Atelier Permanent. Donc, grâce, pour le coup, au génie de Maxime Roby et des services, qui effectivement… Maxime Roby, qui est le chef de projet Monts et Barrages. Du territoire de… Qui devrait d'ailleurs, je crois, intervenir bientôt devant vos caméras aussi. Donc, et justement, ces gens-là, ils savent très bien répondre aussi, et cette ingénierie-là, elle est importante. Donc, sur en fait ce qu'on a intitulé l'atelier permanent, donc qui en fait est un atelier, donc on a travaillé sur 3 thématiques: habitat, espace public, commerce. Et à chaque fois, on a constitué des petits groupes d'élus municipaux, donc de la ville de Saint-Léonard et intercommunaux, des sachants, puisque quand on traite chez nous du bâti vacant, on a évidemment besoin des opérateurs, mais on a besoin de l'ABF, on a besoin du CAUE, et des usagers du centre-ville, mais qui habitent ou bien le centre-ville ou bien des communes. Et en fait, à chaque fois, effectivement, on a été un petit peu se plonger dans ce que voulaient aussi nos concitoyens, et pas juste s'enfermer dans une salle de conseil. Donc, sur cette question de la participation, vous avez plus fait appel à l'ingénierie du pays, du PETR, mais aussi à votre ingénierie interne avec Anouk Vallet. Et donc, par ailleurs, des cabinets d'études, puisqu'effectivement, à chaque fois, on a une étude préopérationnelle qui a été menée. On a mené avec la Chambre de commerce et d'industrie une étude sur tout le territoire en termes de diagnostic, donc vers les commerçants, donc sur toute l'intercommunalité. On a interrogé l'ensemble des commerçants au travers de ce qu'ils pouvaient proposer, mais on a aussi interrogé par papier. À l'époque, c'était plus facile que maintenant avec la crise Covid, et par les sites internet des différentes communes sur ce que souhaitaient nos usagers, pour mettre un petit peu en écho tout ça. Ça nous a permis aussi justement de faire de l'information et de la communication, puisque ça a été par exemple important quand on parle commerce vacant, d'embarquer avec nous aussi les commerçants. Et on a la chance d'avoir une association des commerçants qui est relativement dynamique,
mais ça a été aussi l'occasion pour nous de les réunir. On revient de ne pas travailler dans une sphère très fermée, mais toujours d'être en lien avec qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, hein, de travailler en symbiose, de manière à pouvoir se projeter sur pas juste des lubies d'élus où on se disait on va construire pour aller, entre guillemets, c'est un peu caractéristique. Je suis désolé pour mes collègues qui écoutent, mais, voilà. Mais en tout cas, vraiment cette co-construction qui aujourd'hui est nécessaire, et avec les partenaires privés, publics, CAUE, ABF, etc., etc. Et avec la chance aussi d'avoir des financements, État, région, Banque des territoires. L'EPF Nouvelle-Aquitaine aussi, j'avais oublié, peut être un partenaire, intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Et puis là, je vois une question qui me semble parfaite pour Monsieur Sartre. Vous la voyez soulignée à l'écran. Quel peut être le pourcentage financier du projet d'ingénierie consacré au bureau d'études, aux architectes et au conseil par rapport au coût global de ce projet? Vous disiez tout à l'heure, ce qui coûte cher, c'est un projet mal ficelé, c'est le mauvais projet. Et quel est le coût de cette ingénierie qu'on mobilise en amont? Si vous voulez, je redis ce que je disais tout à l'heure. Le coût existe en valeur absolue. Quand on arrive à se faire financer des études à hauteur de 60, 70, voire plus % du coût, la part marginale n'est pas très impactante. Alors après, on rentre dans des critères classiques de taux de maîtrise d'œuvre sur des projets, quoi, hein, donc tout le monde les connaît à la louche. Bon, c'est difficile C'est pour moi. 6 à 10% pour faire simple, selon la complexité du sujet, les spécialités, etc. Je vois que vous hochiez la tête. Oui, c'est partagé, effectivement. Les études, aujourd'hui, je partage aussi l'analyse, même si en masse, ça fait très vite des sommes qui paraissent, quand on sort de son budget familial, qui peuvent paraître conséquentes, mais à l'échelle de projets qui vont peser 1, 2 millions, 3 millions, je veux dire, le reste à charge, et aujourd'hui, effectivement, on revient, il y a beaucoup d'ingénierie et qu'on peut se faire financer par les différents dispositifs qui existent. Et c'est bien. Et c'est bien. Enfin, d'ailleurs, je le dis et j'invite, moi, justement, aujourd'hui, il y a des dispositifs de l'État au travers de Petites Villes de demain, même si je sais que ça cafouille un petit peu. Alors, pour les villes les communes qui ont la chance d'être retenues, mais nous, aujourd'hui, on vient d'être retenus sur une étude de l'ANCT, non pas à 50, 60, mais à 100%, qui est intégralement prise en charge par l'État sur une friche qui sont tout simplement les bâtiments de l'ancien hôpital. Et puis sur cette question des financements, Monsieur Leray aussi, je crois savoir que vous avez une opinion assez tranchée. Moi, je pense que les communes sont encore très riches. Elles sont très riches parce qu'elles ont hérité en fait des maires bâtisseurs. Donc, elles ont beaucoup de patrimoine. L'ancien hôpital de Savona, une chose qui est tout à fait intéressante. Les maires bâtisseurs ont été remplacés par des maires gestionnaires. Et ces maires gestionnaires, ils ont géré en bon père de famille souvent le patrimoine. Alors que le patrimoine, c'est quelque chose qui doit se travailler en flux et pas seulement en stock. Et du coup, nous, ce qu'on incite, on incite les communes en fait à essayer de penser le patrimoine comme étant une ressource qui peut être vendue et qui peut justement alimenter d'autres projets. Et pas forcément conserver la totalité du patrimoine en stock dans les communes. Un patrimoine mal géré sur lequel on ne fait rien, c'est un patrimoine qui coûte cher. Un patrimoine dynamique sur lequel on achète et on vend, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Donc la question financière, elle est très relative. Il y a des communes, je ne vous donnerai pas le nom de la commune, mais je me souviens, elle avait à peu près 20% du patrimoine de son centre-ville. Et elle ne voulait pas s'en détacher. Ben, c'est sûr que tout son projet était bloqué, mais son projet n'était pas bloqué par manque de moyens, son projet était bloqué par manque d'idées. Et du coup, à partir du moment où vous faites rentrer une créativité dans un projet, ce que nos deux maires ici montrent et présentent en permanence, tout de suite, vous faites démarrer un nouveau cycle de flux et qui génère un nouveau cycle financier qui permet justement de réaliser les projets. Moi, je me souviens de la première fois que j'ai travaillé sur un bidonville au Pérou, à Lima, je me disais, les gens sont beaucoup trop pauvres pour penser le projet. Et les gens qui
justement me tutorer sur ce projet m'ont dit le problème financier est un problème qui arrive en 4e ou 5e position. La première problématique, c'est quelle est la créativité du projet, et la deuxième problématique, c'est sur qui on s'appuie pour gérer ce projet. Et donc, c'est la gouvernance à la fois élue et à la fois technique. Non, je vais tout à fait dans votre sens, hein. Juste à titre d'exemple, puisque j'ai parlé de cette friche sur laquelle on travaillait, dans le processus a bien été acté le principe de rétrocéder du patrimoine de la commune, et y compris du patrimoine immobilier qui était du locatif, mais en très bon état. Et c'est une donnée qui est difficile à faire passer au départ auprès de nos confrères élus et de mon conseil municipal, mais la preuve par 9 est faite aujourd'hui. C'était la bonne solution parce que ça a permis d'amorcer un échange, y compris en matière d'échange avec les propriétaires quand on arrive à transiger, à trouver des solutions à l'amiable, et d'autant qu'ayant un parc de locatifs en propre important, ce qui est assez rare au niveau national, mais c'est notre cas, et notamment pour répondre à ces déserrances que nous connaissons, notamment à cause de l'axe routier, c'était intelligent de lâcher un patrimoine important pour le réinvestir ailleurs. Tout à fait. À titre professionnel, nous en sommes à peu près 30 projets de ce qu'on appelle des domiciles regroupés, qui sont en fait le recyclage d'immeubles de centre-bourg pour faire des habitats groupés pour des personnes âgées qui n'ont pas envie d'aller en maison de retraite et qui sont encore relativement indépendantes. Eh bien, on a commencé il y a 5 ans, on avait un programme de moins de 10 opérations, et on en est à 30 tellement ça rencontre justement une résonance dans les territoires, et c'est tout à fait intéressant parce que la commune se délaisse d'un patrimoine de façon temporaire, et ça a un usage collectif commun qui produit de la valeur pour l'ensemble du territoire. C'est vraiment le territoire, c'est la base de la valeur. Et ensuite, ce qui fait le moteur, c'est le flux. Et tous les flux commencent par des ressources immatérielles et finissent par générer des ressources matérielles et monétaires. C'était un petit peu une réponse à la question de les réseaux divers seraient-ils une ressource immatérielle? Au départ, oui, mais ça va générer en fait une ressource matérielle et monétaire. Alors, si on prenait l'exemple de Guérin, parce qu'on est allé l'autre jour, il y a des grands espaces avec des forêts. Donc, déjà, c'était une source de revenus. Et puis, M. Sartre et son équipe ont fait installer aussi des panneaux photovoltaïques, je vais y arriver, qui sont aussi une ressource additionnelle pour la commune et pour ses projets. On s'éloigne un petit peu du sujet, mais oui, alors, on parle de développement local. Donc, voilà. Il y a effectivement en France des communes qui ont du patrimoine, qui sous-évaluent le patrimoine qu'elles ont, qui ne savent pas toujours le valoriser à sa juste valeur. Bon, dans ce contexte forestier, il y a un certain nombre de communes qui ont pas mal de patrimoine forestier d'abord, des forêts privées, du domaine privé de la commune. Donc, qui sont déjà historiquement des compléments de ressources importants pour l'équilibre des budgets. Et donc, il y a une petite culture locale quand même liée à cette valorisation du patrimoine. Voilà. Et c'est donc peut-être plus facile dans des contextes comme les nôtres, où déjà il y a du patrimoine et où on avait déjà l'habitude de le valoriser, ce qui fait que, notamment, on a été amené à le valoriser dans le cadre de centrales photovoltaïques au sol, qui nous amènent des compléments financiers importants dans l'élaboration de nos budgets. Je vois que le temps tourne, et puis on va aussi faire appel à la table ronde plus institutionnelle. Peut-être un mot pour conclure. Alain Darbon, je me tourne d'abord vers vous. Un mot pour conclure, peut-être un mot adressé d'abord aux élus des communes, on va dire un petit peu comme les vôtres, anciens chefs-lieux de canton, qui cherchent à retrouver leur place structurante sur le territoire. Qu'est-ce que vous souhaitez leur adresser comme mot? Ben, je leur dirais un petit peu ce que nous, notre slogan à Saint-Léonard, c'est Oser Saint-Léonard. Donc, je leur dirais oser, tout simplement, en laissant compléter. Mais effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut bénéficier des accompagnements Petites Villes de demain, même si voilà, je sais ça balbutie, mais la région accompagne aussi dans l'ingénierie, aller chercher les partenaires, effectivement, être ambitieux. Mais ce qu'a dit mon collègue, après,
c'est peut-être un petit peu banal, mais après, c'est beaucoup de travail, de pugnacité, de patience. Et effectivement, collègue maire, ami de notre ville jumelle, me disait, Alain, pour revenir sur les études, il ne faut pas avoir peur de relancer, en fait, justement, de se poser, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est le bon projet, est-ce que, effectivement, de sans arrêt, et puis de bien s'encadrer, aussi bien, effectivement, du partage avec ses collègues élus, avec nos techniciens, parce qu'on a souvent des ressources qu'on n'exploite peut-être pas assez. Et il y a vraiment des ressources locales. Et moi, voilà, vraiment, je tiens aussi à saluer l'engagement de mes collègues élus, mais aussi des techniciens que j'ai la chance d'avoir à mes côtés. Mais courage et oser. Très bien, puis c'est intéressant parce qu'on a vu que même si la typologie des deux communes sont très différentes, vous avez tous les deux parlé de la mobilisation de l'ensemble de l'ingénierie locale, de proximité, de l'ingénierie en propre que vous avez, même si elle est plus informelle, comme vous faisiez référence à votre ami architecte qui vous accompagnait aussi au départ, et puis toute cette ingénierie aussi qu'il y a autour, externe, et vous en avez parlé dans des termes différents, et puis avec juste par rapport à des contextes qui sont pas les mêmes, mais en faisant référence à chaque fois sur vos projets. Monsieur Sartre, je vous laisse le mot de la fin, si vous avez le mot de la fin de cette table. Non, je rejoins mon collègue en disant il faut oser, effectivement, c'est votre slogan, mais voilà, ça doit être le slogan de tous les élus, sortir un peu de la routine, rencontrer au maximum toutes les structures qui nous accompagnent. Et effectivement, il y a beaucoup de savoir au sein de ces structures. Et donc, si on sait s'en servir comme levier, c'est certainement la meilleure solution. Voilà. Mais il faut oser, il faut y aller. Très bien, eh bien, merci beaucoup à tous les trois. On reviendra vers les participants aussi avec un petit peu de ressources sur vos expériences respectives, et aussi avec un article de Monsieur Leray qui reprendra l'ensemble des éléments, et vous aurez donc une synthèse de 2 années de cours en un seul article. Voilà, je fais un peu de teasing. Un résumé. Et donc j'appelle les 3 intervenants suivants, donc Jean-Philippe Hofer pour la région, pour la data, Nicolas Thibault, chargé de mission OSGAR, et monsieur Patrick Martinez, qui est le directeur régional de la Banque des Territoires. Bonjour monsieur, c'est comme vous voulez. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Enfin bonjour, vous étiez en coulisses, vous avez tout entendu. Je vous laisse peut-être réagir. Je donne d'abord la parole à Jean-Philippe. Non, c'est direct. Écoutez, moi, si, vous ne me prenez pas au dépourvu, hein, puisque nous savons exactement dans quoi nous sommes, hein, dans un sujet qui est effectivement un vrai sujet de préoccupation de tous. Hein. C'est de poser les enjeux et les limites de l'ingénierie. Et je pense qu'on a quand même suffisamment maintenant d'expérience sur les politiques territoriales pour savoir de quoi on parle, côté État, côté Banque des Territoires, côté région, pour dire, bon, l'ingénierie, c'est important, il faut la réaliser, mais il faut l'encadrer, et elle ne se substitue pas aux décisions à prendre. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons maintenant quelques années derrière nous au titre d'Action Cœur de Ville. Les situations les plus compliquées, c'est lorsqu'on continue à faire de l'ingénierie pour essayer de se substituer aux décisions qu'on ne veut pas prendre. Ça, c'est quelque chose qui est difficilement audible. Donc, tous les élus qui aujourd'hui vont se mettre dans la logique de développement que Petite Ville de demain induit, doivent, me semble-t-il, tout de suite intégrer ce facteur, qui est de dire il est absolument nécessaire d'éclairer la décision politique. Mais on doit savoir vers quoi on va. Et partant de là, l'ingénierie n'est jamais qu'une aide à la décision. Cette aide à la décision, ça veut dire que le cabinet, quel qu'il soit, ne peut pas se substituer. Il doit être piloté,
Ce n'est pas l'inverse qui doit s'opérer, il doit être piloté. Et à la fin, on doit savoir jusqu'où on va. Parce que ces politiques, leur objectif, c'est de transformer. Et à la fin, on sera tous comptables des résultats avant, après la mise en œuvre. Ça veut dire que lorsqu'on aura identifié les problèmes, qu'on les aura diagnostiqués, qu'on aura évoqué les solutions, il faudra que les citoyens aient vu les progrès réalisés. Donc, au début, il y a déjà le projet politique comme point de départ. Oui. Oui, le projet politique est essentiel. Dans une traduction pragmatique spatiale, ce n'est pas un projet politique hors d'un contexte. Et là, il y a une forme d'ingénierie qui peut aider, ça a été dit par les deux maires précédemment, hein, c'est l'espace de narration dont a parlé Monsieur Leray tout à l'heure. C'est vers quoi veut-on aller de réaliste et de réalisable. C'est extrêmement important parce que ça va être le fil conducteur de l'action. Il faut savoir qu'en la matière, on travaille sur du long terme. On ne rénove pas on ne renouvelle pas un centre-ville en 3 ans, hein, même si on veut, j'entends bien, des résultats rapides et visibles, mais on travaille aussi sur du long terme, dans une stratégie de long terme, sur des problématiques lourdes. Si des logements ne trouvent pas d'acquéreurs et ne sont pas renouvelés, c'est qu'il n'y a pas de marché quelque part. Donc il faut reconstruire cette valeur, et ça c'est long, ça prend du temps, ça fait appel à la technicité. Mais premier temps, c'est le récit de devenir réaliste à construire et partageable. Parce que, deuxième élément, ça a bien été montré par ces exemples, c'est que l'ingénierie ne se résume pas à une personne. Ce n'est pas le chef de projet dans une figure emblématique qui viendrait tout d'un coup transcender le devenir d'un village. Ça va être le traducteur entre cette narration voulue par les élus et la faisabilité technique, en associant toutes les ingénieries disponibles, y compris l'ingénierie des habitants. On l'a vu, hein, c'est une ressource. Que pensent les habitants sur un territoire, à condition qu'elle soit pilotée correctement, qu'elle soit organisée et qu'on ne fasse pas jouer des rôles qui ne peuvent pas jouer, quoi. Mais cette notion d'ingénierie transverse, cette capacité d'associer toutes ces compétences sur un territoire, il y a de la ressource. Je pense au CAUE, je pense au service des collectivités, d'abord, en premier lieu, il y a des compétences, au CAUE, aux agences départementales, à la capacité à mobiliser des bureaux d'études externes, parce que globalement, quand on regarde, toutes ces études sont très bien financées. Enfin, le reste à charge est en général assez faible et très stratégique pour le long terme. Donc, il ne faut pas négliger cette période-là. C'est une capacité, ces études aussi, à associer le plus grand nombre pour finaliser et construire son projet. Nicolas Thibault, vous voulez peut-être réagir aux deux précédentes Je interventions? souscris évidemment à ce qui vient d'être dit par Monsieur le directeur et par Jean-Philippe pour le conseil régional. La revitalisation des centres-bourgs, des petites villes, des petites centralités est aujourd'hui une priorité pour tous les acteurs publics, pour tous les financeurs. Donc, les élus sont confrontés aujourd'hui finalement à beaucoup de moyens qui sont mis en place. Des moyens financiers, des outils d'accompagnement, des études, des appels à projets, des AMI, des offres de services, j'en passe. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a deux enjeux finalement pour les élus, pour les équipes municipales aujourd'hui, c'est de connaître finalement ces outils, d'y voir clair, et ensuite de les déployer, de choisir les bons outils, de ne pas se tromper. Effectivement, vous avez raison. D'abord, l'ambition politique et ensuite la mise en œuvre. Si la mise en œuvre n'est pas adaptée, si une ingénierie n'est pas choisie à bon escient, c'est l'ambition politique qui peut être mise en difficulté. Donc, c'est extrêmement important d'avoir une vision complète de ce qui existe. Vous avez pour ça, pour l'État, évidemment, les sous-préfets, les préfets de département, et puis en proximité, les référents de l'ensemble des financeurs, des acteurs publics, et puis réussir à choisir les bonnes modalités d'action pour que cette ingénierie soit au service, encore une fois, de l'ambition politique.
Là, ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'ingénieries différentes qui sont mobilisables et que c'est aussi un défi d'identifier laquelle mobiliser au bon moment et que pour ça, il y a aussi des services de l'État ou des territoires de projets qui peuvent accompagner pour ce choix. Tout à fait. Oui. Mais enfin, encore une fois, à la fin des fins, ce qui va compter, c'est quels objectifs concrets on va se donner. Et puisqu'on a des élus qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent, moi, je les invite fortement à bien réfléchir d'ores et déjà à ce point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est essayer de dire, voilà les 3-4 grandes actions priorités que je vais conduire, comment l'ingénierie va m'aider à prendre les bonnes décisions, et à la fin, se projeter déjà sur comment je réalise. Le temps va être extrêmement long, hein, parce que, encore une fois, on est en train d'inverser les tendances. Hein, on a pendant des années et des années dans ce pays aussi exfiltré un certain nombre de services dans les bords de ville. Hein, et aujourd'hui, il nous faut maintenant véritablement inverser les processus. Donc, ça demande du temps, ça demandera de l'imagination et de l'argent, évidemment. Parce qu'à la fin des fins, la question, c'est qui va financer. Et c'est là qu'évidemment, entre l'État, la Banque des territoires, les collectivités comme le Conseil régional, les conseils départementaux et les finances propres des collectivités, il faut se dire, on doit se projeter dans un cadre de programme d'avenir. C'en est un aussi. Je veux dire, comment peut-on imaginer de vivre dans des centres-bourgs vidés de leur substance dans les années qui viennent? Alors que ce que nous traversons comme crise aujourd'hui nous renvoie à la dimension de proximité. C'est un enjeu de très long terme qui nécessite des actions graduées dans le temps, échelonnées. Il faut que les citoyens adhèrent à la démarche et donc on ne peut pas attendre 20 ans pour montrer ce qu'il y a à faire. Mais il faut bien avoir en tête que la finalité complète, si on doit y arriver un jour, sera sur du long terme. Je ne connais pas de villes qui ont transformé leur centre-ville en moins de 10 ans. Quoi. On l'a vu avec nos exemples aujourd'hui, les réflexions dataient d'il y a au moins 10 ans. Voilà. Alors, ils rentrent en phase opérationnelle. Et souvent vont transcender plusieurs municipalités. D'où l'importance de ces visions et de l'enjeu posé, ce qu'a expliqué M. Leray au départ, et avoir une vraie réflexion sur les enjeux sur lesquels on cherche à apporter des réponses et des solutions. Quoi. Il y a une vision, si je peux me permettre, pas uniquement à l'échelle de la commune, mais à l'échelle du bassin, à l'échelle de l'intercommunalité, car c'est à cette échelle-là où on peut vraiment développer une stratégie d'aménagement, de développement sur l'ensemble des thématiques, hein, l'habitat, le numérique, le commerce, le développement économique, les circuits courts, etc. Donc je crois que c'est une très bonne échelle, hein, l'intercommunalité, le bassin de vie, en lien avec l'ensemble des financeurs, des collectivités locales. La stratégie de territoire est vraiment essentielle, c'est ce qui doit être construit en premier, et ensuite l'ingénierie est là pour la mettre en œuvre sur le long terme. Effectivement, 10, 15, 20 ans, c'est long, mais c'est essentiel d'avoir cette vision sur le long terme. Très bien, ben ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à PQA. Merci à vous trois. Merci. Et merci à tous. Merci Medo. Et donc, oui, on se quitte pour ce webinaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous allez pouvoir revoir ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Pour ma part, il s'agissait de mon dernier webinaire, étant donné que je quitte mes fonctions au sein du centre de ressources demain. Et vous aurez bientôt de nos nouvelles avec l'ensemble des ressources qui sont mises à disposition habituellement à la suite des webinaires. Et puis, vous pouvez partager l'ensemble des vidéos et des ressources. C'est fait pour être partagé et diffusé. Voilà. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Bravo. Bonne journée.